Donc le blé, alors ça c'est du rouge de Bordeaux, c'est une très vieille variété du 19e siècle, C'est pas facile à enlever. C'est 50 grammes. qui a ses origines en Ukraine. Il ne veut pas de farine en biococo. Non. Ouais. Donc à la ferme, mais sinon on transforme. En fait c'est de l'open source, c'est des gens qui ont conçu un moulin et qui ont appris à quelques jeunes à le fabriquer. Et voilà, il n'y a pas de brevet. Ok. Donc là, donc moi je suis installé depuis 1994 et en bio depuis 1997. J'ai 63 ans, on va bientôt arrêter. Mais on va essayer de transmettre. Sinon, avant de faire ce métier-là, j'étais dans le milieu agricole, mais dans les semences de maïs. J'ai dans le groupe Limagrin, donc le 4e semencier mondial. Les premières personnes qui m'ont initié à la bio, c'est donc Claude Bourguignon, la biodynamie. Il y avait un gars qui s'appelait Francis Chaboussou aussi qui avait fait un bouquin sur l'impact des phytos sur les plantes, tout ça. Mais j'avais fait que des lectures, je connaissais personne qui faisait de la bio, et puis j'ai commencé à faire des formations, rencontrer des gens un an avant d'arrêter chez Limagrin, en 92-93 par là. Et puis après je me suis installé, j'ai continué à faire des formations. Et puis j'avais du mal, je voulais quand même reprendre le métier d'agriculteur, parce que ça faisait 10 ans que je n'avais pas touché un tracteur, tout ça. Et donc j'ai voulu faire, parce que là quand tu as 30-40 ans, c'est le moment de la pleine puissance, très fort. Donc je me suis dit, je vais faire de l'agriculture bio sans élevage, sans labour, enfin tout fort, en fait. Et sauver le monde. Je vais trouver des méthodes révolutionnaires, et les gens ils font comme moi. Mais après tu te prends des claques. C'est pas si simple. Et donc au début ça s'est bien passé de la conversion, puis au bout de 2-3 ans ça a commencé à fléchir. Et donc il a fallu réfléchir, même en allant voir d'autres gens. Hein, mais moi je suis resté en sans labour jusqu'en 2010. Hein, et donc et alors le problème du sans labour, c'est qu'il y a des graines qui restent au sol et qui regerment très vite, quoi, notamment les raies gras et ces choses-là, la folle avoine. Et donc on n'arrive pas à mettre une culture en place qu'elle est déjà réenvahie de mauvaises herbes et tout. Et c'est très compliqué. Donc là par exemple, là on a une grande parcelle de 50 hectares. Ça va jusqu'aux petits arbres que vous voyez au fond là-bas. Donc là il y a 5 parcelles de 10 hectares qui correspondent chacune à une année de la rotation. D'accord. Donc là les lentilles, on est en 6e année je crois. C'est-à-dire qu'on a déjà fait 3 ans de luzerne, 2 ans de céréales, une année de trèfle et du maïs derrière, une année de céréales, et là on est en lentilles. Voilà, on est presque à la fin de la rotation. D'accord. Donc les lentilles, alors elles sont... C'est la culture principale, mais il y a aussi du raigras dedans. Le raigras sauvage, ça c'est de la folle avoine, mais le raigras c'est ça. Donc le raigras c'est ce qui sert à faire le gazon hein, dans les golfs. Alors voilà des lentilles, donc ça c'est la tige, et puis là on commence à avoir des petites gousses. C'est très très fragile comme plante les lentilles. Puis là les gousses elles sont un peu plus vertes. Alors toutes ces gousses là elles vont mûrir. Et, mais il faut encore au moins 15 jours, 3 semaines, j'espère à peu près. Au moins 3 semaines. Il ne faudrait pas plus parce que je voudrais qu'au 15 août tout soit fini. L'année dernière on a fait 400 kg de lentilles commercialisables à l'hectare. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et là, cette année, on va faire 10. Tant qu'on n'a pas récolté, on a l'espoir. Non, mais ça paraît sale comme ça, mais il y a quand même des lentilles qui sont belles. Et elles mûrissent tranquillement pour avoir de gros grains. Alors après, c'est de savoir s'il y aura des bruches dedans. Les bruches, c'est une petite bestiole. Hein, ouais, c'est une bestiole qui pond, qui fait sa larve dans le grain. Alors s'il y en a beaucoup, bah, ça fait beaucoup de grains perdus. S'il n'y en a pas beaucoup... Et les conditions météo, elles ont été comment pour la lentille nous ici ça va à peu près quoi. On a réussi à semer à peu près une date correcte. Bon, ça aurait été mieux un peu plus tôt, mais on a semé fin mars. Et puis après, il n'y a pas eu trop de pluie quoi. Bon, alors tu vois, ça se ressalit beaucoup quoi. Normalement, il ne devrait pas y avoir autant de raigras. Moi j'ai déjà estimé 3 fois, je vais refaire une 4e fois. Donc là, c'est du blé, donc c'est la parcelle qui dans la rotation précède l'année prochaine, il y aura les lentilles ici. On va avancer comme ça pour remonter le temps dans la rotation. D'accord. Donc c'est un blé. L'année dernière, là, il y avait du maïs et du sarrasin.
maintenant c'est du maïs. Donc là, tous les années, on change de culture. Donc le blé, alors ça c'est du rouge de Bordeaux, c'est une très vieille variété du 19e siècle, C'est pas facile à enlever. C'est ça qu'on voit. qui a ses origines en Ukraine. Et comment dire, c'était la variété qui était vraiment la variété phare à la fin du 19e siècle, début 20e. En région parisienne, les boulangers voulaient que du rouge de Bordeaux pour faire du pain. D'accord. Et, Parce que c'est ce qu'il a comme. bah, c'est vrai que c'est plaisant hein, comme à travailler. Ouais. À l'époque, tous les blés devaient se ressembler. Celui-là devait être peut-être un peu plus facile à travailler D'accord. que les variétés un peu plus anciennes. C'est la couleur caractéristique du rouge de Bordeaux, c'est-à-dire vous regarderez là, c'est le rouge un peu comme D'accord. la ligne 20. Quoi. Des bleus qui peuvent être C'est barbus. pour ça qu'on l'appelle rouge de Bordeaux. Parce que- Mais on ne voit pas trop en conventionnel. Ça ne trompe Alors, pas. il y a des rouges un peu partout. Il y a des blés rouges, il y en a de plein d'origines. Mais bon, celui-là, ça s'appelle rouge de Bordeaux. Là, c'est du trèfle de bordure, c'est du trèfle blanc. Mais là, j'ai semé un trèfle incarnat, donc c'est un trèfle annuel que tu sèmes à l'automne. Tu récoltes l'année d'après pour faire du fourrage. Alors moi, je voulais faire des graines de trèfle, parce que quand tu les achètes, donc je me suis dit, je laisse mon trèfle pour faire de la graine. Et donc au mois d'avril, je voyais que ça commençait à peiner. Il était magnifique pendant l'hiver, vous voyez du trèfle. Mais avec l'année humide qu'on a eue, en fait le raiggras l'a complètement étouffé. Et finalement, j'ai pas de graines. Donc j'ai amené la coupe de la moissonneuse, j'ai essayé un peu de récolter à la moissonneuse, parce que je vais pas me laisser faire quand même, sinon Ouais, je vais pas récolter. Mais non. Faut être têtu. Manu là, qui bosse avec moi là, pour le triage, il se moque de moi, il me dit t'as ramené de la folle avoine ou quoi là, qu'est-ce que t'as ramené? Il n'y a pas de graines. On les voit, mais c'est nul quoi. C'est ça le trèfle incarnat. Voilà le genre d'inflorescence. Tu aurais dû me ramener des graines, mais elles sont tombées en dessous et il n'y a plus rien dedans. Il y a toutes les espèces de céréales qu'on cultive ici. Donc là, il y a... en fait, les céréales qu'on connaissez le cultive nom de aujourd'hui, elles ont été... Petite épeautre, alors j'en consomme, mais je ne sais pas quoi ça Bah voilà. Ok, non, là, Ça, le vert là. D'accord. Magnifique. ok, ouais, c'est beau, hein, j'adore les fruits. là, des petites épaulles. Alors, Il ouais, est un peu jaune après, il est encore vert. Là. ce que je voulais vous expliquer sur les céréales cultivées, c'est que c'est une domestication qui s'est faite petit à petit. Donc la première céréale domestiquée, c'était le petit épeautre, là, enfin l'engrain. Et d'une plante sauvage, ils ont fait une plante, par simple amélioration, sélection, ils ont fait une céréale domestiquée, qu'on appelle nous l'engrain, donc qui fait un grain déjà nourricier, quoi. Et après, il y a eu ce qu'on appelle des hybridations qui ont fait évoluer les céréales. Donc une première hybridation a fait de la famille des blés durs, c'est-à-dire du petit épeautre, on est passé au blé dur, enfin à la famille des blés durs, et donc entre autres le blé poulard, qui a quand même de l'allure. Ouais. Donc c'était un blé qui servait à faire des pâtes, entre autres. Ouais. Alors, on Mais en fait aussi des pâtes fourragé, avec je celui-là. crois. D'accord. Avec Donc celui-là. ça, ce blé poulard là, il vient principalement, c'est un mélange de variétés, surtout qui viennent d'Espagne, mais aussi françaises. Donc ça, c'est la première hybridation, et ça s'est réhybridé à nouveau pour faire le blé tendre. Et le blé tendre et le grand épeautre. La céréale que vous voyez de l'autre côté là, c'est du grand épeautre. Donc il y a des blés pour les animaux, des blés pour les humains. Alors nous, on Là, c'est cultive que pour les humains, là. C'est que pour les humains. Après, le blé pour les animaux, c'est quand ils ont vraiment trop forcé sur le rendement, c'est-à-dire le poids de grain à la sortie du champ, sans se préoccuper de la qualité de ce qu'il y a dans le grain, quoi. Les qualités des protéines. Enfin, quand je dis qualité des protéines, c'est-à-dire la capacité des protéines à faire du pain, quoi. C'est-à-dire à faire une bulle, à pas trop se dissoudre dans l'eau. Parce que la qualité qu'on demande à un blé moderne d'aujourd'hui, c'est d'avoir des protéines insolubles dans l'eau pour qu'elles se dégradent le plus tard possible. Et donc comme ça, tu as l'effet baudruche, tu as le gaz qui est fabriqué par la fermentation des levures
reste enfermé dans les protéines du blé et ça gonfle. Et ça fait un beau pain. Enfin, Ça, c'est pour le pain. Et pour les pâtes? Alors pour les pâtes, je sais pas trop. C'est un autre ce qu'ils blé veulent, encore. Ouais, Celui-là, ce qu'ils c'est veulent, pas- c'est que la pâte, ce qu'ils cherchent les industriels, c'est que la pâte, elle résiste à la cuisson et qu'elle se tienne et qu'elle ne se barre pas Oui, en charpie. en charpie, Ouais, qu'elle se colle et tout ça. Donc c'est pareil, ils veulent des protéines le plus insolubles possible. Le problème, c'est que si c'est insoluble dans l'eau de cuisson, Pour la digestion, c'est c'est pour pas la bon. digestion. c'est pareil. Voilà. Et donc pour les pâtes, ça va être plutôt un blé dur, non? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Alors la différence entre l'épeautre et le blé, c'est que quand on passe la moissonneuse, l'épeautre, on va récupérer, on va récupérer des épillets comme ça. C'est ça qu'on va voir dans la remorque. Le grain ne sort pas. C'est-à-dire que chaque épillet se sépare les uns des autres, mais le grain sort pas. Et c'est comme ça. Donc, Donc, c'est dans du une boulot. phase ultérieure, il faudra décortiquer et ressortir le grain de ça. Comme le petit épaule. Comme L'engrain, c'est pareil. Comme l'engrain. Et ça, Ça s'appelle les grains vêtus. Et ça, derrière parce que les échos. moi, mon problème, c'est le pouvoir d'achat. Du coup, c'est quelque chose qui est plus cher, une farine un peu de luxe, quoi. Pour les. Ouais, alors. Enfin, c'est une question, hein. Ouais, bah là, Parce que si tu t'embêtes, c'est-à-dire qu'il faut que tu passes, faut que tu passes du temps. Il faut J'en qu'on sais rien. sache ce qu'on fait, quoi. Oui. Parce qu'à partir du moment où on se casse la tête à faire des choses comme ça, évidemment que c'est pas des trucs que ça peut pas être au ras des pâquerettes au niveau commercial, enfin dans un magasin. Encore que nous, c'est parce que c'est toute la chaîne qui a au-delà de nous qui fait que le prix augmente, parce que on n'est pas si cher que ça en fait le pain quand on fait du pain. Mais malgré tout, oui, c'est un produit luxe. Non, enfin, je veux dire, l'épeautre est plus cher que le pain de non-épeautre. Ah bah je veux oui, dire. pas Voilà. beaucoup. Ouais. Pas beaucoup. Ouais. Enfin, c'est. Non, on ne vend pas de farine en biocoquet. Non. Ouais. Donc à la ferme, mais sinon on transforme. Et quand tu fais une production qui est, je faisais à peu près le calcul, 4 fois moins élevée que du conventionnel, tu as forcément une bascule sur le prix. Bah, bien sûr. C'est logique. Oui, Nous, mais là, je parle de la biocop, Si là. je te parle des prix de vente, C'est comme les pâtes le sartoises. blé C'est vrai que ancien, le là, prix est. ça, Ah oui. un meunier est prêt à mettre 600-700 euros la tonne pour Ouais. l'acheter. C'est vrai que Les blés modernes en bio aujourd'hui, c'est 400, quand c'est bien vendu par l'agriculteur, c'est 400 euros tonne. Mais l'agriculteur qui n'a pas de réseau de commercialisation, s'il vend ça à une coopérative, il va le vendre 300 euros tonne. Un blé conventionnel, il est à 200 euros tonne. Donc et puis tu peux faire, tu produis 10 tonnes en conventionnel, hein. Si ça va bien dans les zones les plus productives. En moyenne, ça va être 7-8 tonnes. Donc tu fais un chiffre d'affaires supérieur en conventionnel. Tu as des gros frais, mais malgré tout, un agriculteur qui veut vraiment faire des dollars, il fait du conventionnel, hein, ça ne va pas faire du bio. C'est pas- Moi, j'ai une idée, c'est de faire revenir dans le cœur des Français, c'est de faire son propre pain et ses propres pâtes, ses propres pizzas, propres pâtes à pizza. Parce qu'en fait, le plus dur dans un pain ou dans une pizza, c'est de cultiver la source, le blé, quoi, Ouais. faire de la farine. Une fois que tu as la farine, tu achètes ta farine 1 kg à 2,50 € la huile au kilo. Ouais. Je me rends pas Tu compte, meules un peu avec de l'eau et hop, tu fais ton pain en quelques minutes. C'est sûr que si tu as une bonne farine. Tous les jours, tu te donnes 5 minutes ou 10 minutes pour faire ton pain et tu as du pain à quelques centimes. Ils sont prêts à faire ça. Bah, Non. Il y en a beaucoup qui. oui, aujourd'hui, mais s'il suffit de les éduquer en disant vous achetez bio, et du coup, si vous achetez bio, si vous achetez pas le service, si vous achetez pas le service du boulanger, bah, vous achetez la farine et du coup, ça vous revient moins cher de faire vos pizzas plutôt que les acheter à 10 € au distributeur ou même déjà dans le carton au supermarché à 5-6 €. Vous les faites vous-même avec vos amis, vous invitez, vous mettez vos ingrédients, la farine, moi je fais mes pâtes à pizza, en 5 minutes c'est fait quoi. Tu la laisses reposer et puis après tu mets tes ingrédients que t'as acheté ou voilà. Oui, bah ça tu peux faire. Après, est-ce que tous les jours, est-ce que les gens ont envie de faire leur pain tous les jours
Il y a eu la période des machines à pain où là, c'était l'engouement. Tout le monde. Non, mais tu fais un pain tous les 2 jours. Tu peux faire plusieurs pains d'un Et coup. derrière, il y a un sous-entendu, enfin, c'est un sous-entendu. C'est pas, il y a une condition sous-jacente, c'est que les gens aient un rapport au temps différent en fait. Je pense qu'il est très important de redonner du temps aux gens, parce que quand tu as 2 personnes dans le foyer qui travaillent 8 heures ou 10 heures par jour, tu fais beaucoup moins ça, tu vois ce que je veux dire? Tu peux t'organiser avec tes voisins. Il y en a un qui fait 3 pains pour tout le voisinage. C'est un véritable changement dans Et la société. le lendemain, c'en est un autre. Je propose alors, ça va. Et On va revenir puis en tu te arrière. dis, bah, au moins tu as du bio. Et t'as pas des pesticides qui te donnent des cancers. Ouais, tu finis pas à l'hôpital. C'est sûr. Non mais Tu vois, c'est ça que j'ai envie de vendre aux gens. C'est si tu achètes bio, c'est pas juste pour l'environnement, c'est pour ta propre santé à la base. Pas trop d'accord parce qu'après. Bah, t'achètes mon bio, tu peux pas tout faire. Tu vois pourquoi? Pour faire boulanger, c'est 2 ans de formation. Ça se fait pas en achetant un paquet de farine. Bah, il y en a qui font. Moi, faire du pain, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit un Faire petit du pain four. très basique peut-être, mais Oui, très basique. Alors, pas besoin d'avoir un pain. c'est vrai que dans les fermes, il y avait toujours un four à pain dans la Tu ferme. vas faire ton pain, tu vas faire ton... Ouais. Cette parcelle-là. Action. Non, mais je voulais pas louper C'est le la début. première année de la rotation. On vient juste de. Enfin, j'ai semé la luzerne il y a 2 mois, à peu près, fin mars, début avril. Donc on a déjà fauché une fois, mais ce que je vous disais, c'est que c'est difficile de réussir l'implantation des luzernes parce qu'il y a toujours la concurrence des herbes sauvages, de la folle avoine, du régras au début. Après, une fois que la luzerne est bien implantée, elle est costaud, mais la première année, c'est pas facile. Mais là, ça a l'air bien parti. Et le sarrasin, il est où du coup? Ah, faut aller jusqu'au coin du bois. C'est pas, on n'y est pas. Hein. Ça va aller? Et donc là, c'est quoi? C'est Du sarrasin. Du sarrasin. Sarrasin, ça. Oui, il commence à avoir des boutons de fleurs là qui commencent. Ok. Et ça monte jusqu'à quelle hauteur à peu près? Ah oui, donc quand même. Ça peut rester là, mais vu l'accumulation de pluie qui est là, les sols sont frais. Je pense qu'avec la fertilité qu'il y a dans cette parcelle-là, ça va monter au moins comme ça. Et du coup, tu as une production qui est bien plus faible que du blé. Alors le sarrasin, on fait de 1 tonne à 2 tonnes à l'hectare. 1 à 2 tonnes. Alors, mais tu as moins de débouchés ou ça se vend moins cher? Alors ça se vend plus cher, le sarrasin. Là, chez les meuniers, je vous avais dit, le blé ancien là 700, le blé moderne en bio 400, sarrasin c'est 900 € tonne. Et pourtant, le sarrasin, c'est une plante qui réalimente la terre. Non, pas le sarrasin. Le sarrasin, sa vertu, c'est de casser les cycles parce qu'elle est très différente des autres. Elle fait la concurrence à pas mal de mauvaises herbes parce qu'elle pousse vite. Et c'est une culture d'été, ça permet de travailler les sols assez tard et de semer au mois de juin. C'est-à-dire qu'à partir du 1er octobre, s'il y a une belle journée comme ça, on passe la moissonneuse dans le champ, on ne se pose pas de questions. Ouais. Mûr ou pas mûr, on finit de sécher. Parce que, enfin, ça c'était quand le climat était à peu près calé, mais bon, maintenant on verra bien. Il n'y a plus de saison. Non, c'est vrai. Et donc en octobre, tu Ça ramasses c'est la moissonneuse, ouais. et après tu ressèmes derrière. Du blé. Voilà, t'enchaînes. En novembre. C'est du blé en novembre. Ouais, c'est pour ça, c'est pratique. Alors si vous voulez faire quelques pains, vous pouvez aller voir du blé sur le marché. Et donc, ouais, il est prêt. Vous avez vu les grains? Bon, bah, il va se rétracter là, en séchant, mais Ouais. c'est des grains bien remplis. Chaque centimètre Non, carré. mais là, lui, il va en faire un carton, il va avoir un bon. Mais Mais ça, c'est un. c'est stérile, ça en fait. Et ça, C'est des graines qui vont germer, hein, qui peuvent refaire Oui, du c'est ça, grain, mais Oui. c'est un petit peu stérilisé au niveau du champ, ouais, c'est très propre. c'est ça, un vrai champ de blé normalement. Il n'y a rien du tout. Quoi. Ouais, c'est un peu plus triste. C'est ça. Witamix. Voilà. Mais bon, bah, quand on ne connaît pas, c'est vrai que jeter dans les quelques comme ça. Oh, 100 €. Ah non, donc oui, alors pour le... Oui, mais après, les gens qui mangent ça, ils ont des cancers, des problèmes cardiovasculaires, du diabète. Toi, vous arrangez avec Ah bah quand ils, voilà, les gens ils privilégient le présent ou le futur, hein, de toute façon, hein. Moi c'est ce que je dis. Hein. Toi, tu... Ça c'est le futur, enfin c'est ta santé, et puis ça c'est le présent, voilà, j'achète pas cher pour avoir du pouvoir d'achat. Et tout sur le Voilà. Bah, après, Bah, pour consommer la vie, enfin le présent. Mais surconsommer. Non, le présent, oui, pour vivre au présent. Et après, t'as des Alors, problèmes de santé. alors, ouais. il faut
c'est le résultat qui compte. Il ne faut pas qu'on ait des pesticides en même temps. Alors là, celui-là... Tu vas pas le récolter pour... Ce qui se passe, c'est que lui, quand j'ai semé, lui, il avait fini de mettre des pesticides dans son champ. Et je l'ai récolté avant qu'il en remette d'autres. Donc je me suis permis de semer au bord. Mais le long de l'autre champ là-bas, puis de l'autre côté, j'ai 2 ou 3 mètres de bordure quand même. Et puis là, sur la parcelle de 50 hectares, en bas, j'ai 3-4 mètres. Long, là, sur 1 kilomètre. Sinon, c'est déclassé si c'est trop près. Non, Quand il y a des contrôles, non alors, il ne faut pas que ce soit pollué, quoi. Donc, Bah oui. il y a une Quand il y technique a du aussi, vent, c'est par exemple, si je vois que si j'ai un doute, le bord, je le garde pour faire de la semence. Donc je le ressème, donc je suis pas... C'était moins impacté, quoi. C'est moins impactant pour un consommateur. Ça dépasse ça. Le bio, c'est surtout quand même la façon de conduire ces champs, de gérer la fertilité, de créer de la fertilité d'une autre façon. Oui, mais bon, pas que le fait de ne pas utiliser de chimie. enfin, pour moi, c'est la raison principale. Après, oui, il y a la conduite, il y a machin. Mais moi, Allez, on va aller à la maison. je n'aime pas quand on dit à un agriculteur bio, ton voisin est pas bio, donc tu n'es pas bio. Ah oui, bah, les gens souvent me posent la question. Non, mais il y en a qui comment ne savent vous pas faites, que c'est la définition, c'est ça. Hein, Mais c'est toujours embêtant hein, quand t'as ton... ben oui, mais voisin c'est qui pas, te- c'est pas ta faute. Toi, Non. t'as ton champ, le voisin, il l'est pas. Mais c'est à toi de te défendre si jamais tes semences... c'est dégueulasse, céréales, voilà. bah oui, c'est Vous dégueulasse. êtes éprouvé par le champ d'à côté. Bah ouais, passe. mais c'est un Parce que là, vous problème. ne pouvez plus le vendre en bio. Ah ouais. Quand il y a un contrôle, bah, il est déclassé. Ouais. Ouais, mais pour moi, il faut Non, faire mais c'est appel vrai. aux citoyens et que les citoyens, ils viennent faucher le champ d'à côté. Ouais, Non, mais bah là, on après, n'est pas majoritaire dans le coin, nous, hein. Non, mais il suffit de faire appel aux citoyens engagés. Après, ça marche. Sinon, c'est la guerre avec tout le monde. Voilà. Si on fait la Non, guerre avec mais- tous les voisins, Non, mais nos voisins. c'est surtout si l'agriculteur connaît, il nos est voisins, embêté nous, par ça fait les longtemps qu'on services est là, nous, hein. administratifs, les machins, Du coup, quoi. ils vous préviennent, c'est ça, quand ils épandent? Non, pas forcément. quand tu vois les machines arriver, et puis, ouais. Ah bon? Ouais, c'est ça. Même autour du village, on avait une copine, elle était malheureuse parce que c'est vrai qu'il arrive à n'importe quelle heure. Mhm. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Bah oui. Ah mais ouais, mais après les gens ils ont des cancers, du côlon, des cancers de la prostate, des cancers... Ils ont aussi d'abord. Et ils meurent, ils comprennent pas que en fait ça vient de là, hein, nos problèmes de santé. Si on va à l'hôpital, le problème aujourd'hui... comprendre. Non, mais le problème de santé aujourd'hui des hôpitaux qui sont en faillite, il y a trop de monde, machin, c'est parce que on mange Oui, mal, c'est une partie du problème. parce qu'on mange des pesticides. Voilà. On mange trop, puis trop sucré, Trop puis sucré, trop gras, trop de pas assez viande, de sport, et puis les gens ils sont toujours dans leur bagnole au Exactement. marché. Et puis, pas de liens sociaux. il y a plein, Et donc, tout ça s'agglutine et puis ça forme des. Enfin, ça s'additionne, tous les problèmes s'additionnent. Et donc les êtres humains ils meurent plus tôt et comme ça ils touchent moins de retraite et c'est un cercle vicieux qui est parfois bénéfique pour l'environnement. Le problème c'est que ça pollue les nappes phréatiques. L'installation, ça c'est toi qui l'as faite ou... Non, ça c'est un artisan en Bretagne qui fait ça. D'accord. Et la conception du moulin, ça a été conçu par des gens dans le Tarn. En fait, c'est de l'open source. C'est des gens qui ont conçu un moulin et qui ont appris à quelques jeunes à le fabriquer. Et voilà. Il n'y a pas de brevet. sur ce moulin. Et en fait, c'est quand même super innovant par rapport au moulin qui existait. Parce que les pierres sont séparées l'une de l'autre par un ressort. Et ça permet de faire la farine en un seul passage. Parce que sinon, quand les meules sont plaquées l'une contre l'autre, quand la meule du dessus qui tourne, elle n'est pas portée, elle est tellement lourde qu'il faut toujours du grain. Il faut que la meule ne soit pas lisse déjà, donc piquée. Et il faut toujours qu'il y ait des grains qui fassent les billes en fait. Donc le principe c'est que ça ne soit pas serré complètement. Ça abîme le roulement. Et donc à chaque passage, il y a du rémoulage à faire, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est tamisée, mais on récupère les farines, les semoules, on les repasse une deuxième fois, et ainsi de suite. Ça tourne toujours. On rajoute du grain et avec celui-là, on a un passage. Il est parfaitement lisse. Après il y a des rainures, mais comme elles se frôlent les deux mèches, je peux vous faire voir. C'est un réglage. Il y a un ressort. Il y a un ressort et on règle là. Tu vois, on règle la pression. Ouais. Il y a un ressort qui pousse la meule vers le haut et il y a ça qui est de la. C'est deux pierres en granit lisse avec quelques petits strips, c'est tout. Ouais, voilà.
vais arrêter celui-là et je vais mettre l'autoroute, je vais vous faire voir. Les gars qui ont créé, enfin, conçu ces moulins-là, c'était deux frères qui s'appelaient, leur nom de famille c'était Astrier, quoi, dans le Tarn. Et voilà, et ils étaient garagistes automobiles, mais ils avaient des parents boulangers, je crois, et puis des copains paysans. Ils ont voulu faire un moulin pour les... Et le Tarn, c'est le pays du granit, donc là-bas, ils taillent les pierres. C'est un pays des moulins traditionnels, quoi. Donc, toute cette conjonction a fait que ces gens-là ont créé ce moulin. Et la pierre, de cette taille-là. Dure, blanche ou granit, c'est pareil bah, eux, c'est avec le granit du Tarn, quoi, mais bon, ça pourrait être... Ah oui, ça, c'est du granit du Tarn, ça. Ouais. D'accord. Et donc, ils ont inventé le système low-tech là, de... Ok. Par chez eux, en automatisation, avec des ingénieurs. Non, les ingénieurs, c'était eux, ouais. C'est pas très compliqué, c'est non, mais voilà, la réflexion, c'est... Ouais, faut bien le petit coup de génie, c'est le moteur. C'est le ressort, entre les meules. Entre les meules, il y a un ressort. Ouais, un ressort. Ça me plairait bien de voir comment c'est foutu là-dedans. Ils n'ont pas contacté le bureau d'études pour faire le design. Je crois qu'on a des photos. Hein, comment ils ont pas non, parce que ça a été conçu il y a 30 ou 40 ans. Puis le bureau d'études, le mec, il leur aurait dit ce qu'ils savaient déjà. Donc ça ne sert à rien. C'est pas la peine. Faut innover, il faut essayer autre chose. Avec mes parents, on a un moulin à eau. Ouais. Mais donc c'est quasiment le même principe. Hein. Ouais. Sauf que les réglages, il n'y a pas de ressort entre les Ouais, voilà. entre les Donc tu as une pierre qui est piquée pour qu'elle... De temps en temps, il faut l'enlever, il faut la retailler. Ouais. C'est pas du tout le même principe. Jean-Claude et Françoise à Basse. Ouais. Moulin de Retrouille. Jean-Claude Olivier, ouais, bien sûr, ouais. C'est des amis à mes parents. Puis maintenant, je les connais bien, c'est des amis, ouais. On connaît les filles, hein. Céline et Agnès. On a vu Agnès il y a 15 jours. Là. Mais leur moulin est trop bien, la fête du Léopin, là, le 3 août. Moi, j'y serais, avec la Sierpe, avec le pain. Moi, non, on n'est jamais trop dispo à ce moment-là, mais puis là, cette année, c'est mal barré. Alors, le moulin, il est trop bien, quoi. Ouais, j'y suis allé 1 ou 2 fois. J'avais rencontré Jean-François Berthelot là-bas. Enfin, je l'ai vu plusieurs fois, Jean-François, mais... Ouais. Tu vois qui c'est, Jean-François Berthelot? C'est un paysan boulanger du Lot-et-Garonne. Ah non, qui a je ne connais pas, C'est des références, quoi, des paysans boulangers. D'accord, un paysan boulanger français, c'est le caïd. Du Lot-et-Garonne, d'accord. C'est vraiment un mec super. Puis là, la voix, tout pour...